enfin, la manière dont j'interprète cette période, je dirais, c'est une entrée en fanfare dans l'Anthropocène. C'est-à-dire que même si l'idée a eu du mal à passer chez les gens, il y a un lien entre ce qu'on a connu, le Covid-19 et les questions écologiques, hein. En fait, c'est la déforestation, la destruction des habitats, là, en l'occurrence la destruction de l'habitat d'une chauve-souris qui a amené cette chauve-souris à se rapprocher des habitats humains. Après, il y a la magie du microbiote qui a métamorphosé le virus pour en faire une espèce de chimère à 15 petits gènes, mais enfin pas très sympathique, et qui a investi l'humanité. Et là, on est dans le fait que nous sommes dans une période où les zoonoses explosent, elles deviennent beaucoup plus nombreuses, hein. Si on regarde les maladies infectieuses de manière générale, un peu plus de la moitié, 60% sont des zoonoses, mais si on regarde les maladies émergentes, on pense au HIV, au H1N1, 5N1, Covid-2, Covid-19, etc. Ce sont toutes des zoonoses. Et effectivement, on est dans une espèce de moment terminal de destruction des espaces naturels et puis le peu d'espèces sauvages qui restent encore. Je vous rappelle que les vertébrés sauvages, c'est moins de 5% de la biomasse des vertébrés en général. Un tiers de ces vertébrés, ce sont les êtres humains, les deux autres tiers, ce sont nos animaux domestiques. Voilà, on arrive en bout de chaîne par rapport à ce qu'était le néolithique, où on rentre en contiguïté avec le peu d'espèces sauvages qu'on laisse encore vivre, et on a une explosion récente des zoonoses, comme on l'avait eu au moment du néolithique, où là, au contraire, on avait une nature prolixe, mais avec la domestication, on était entré en contact avec un sauvage fraîchement domestiqué, ça avait fait naître la variole, la rubéole, etc. Donc voilà, on a un retour, euh, du vivant. Et donc là, on se rend compte justement de notre animalité. On l'a vécu de façon très intense, en ayant peur pour sa propre peau, même si en fait, on a affaire à un virus gentil qui s'attaque à un segment bien particulier de la population. La menace n'est pas la même que si on avait quelque chose comme Ebola, où là, c'était vraiment l'horreur. Bon. Et donc, on revient à notre vulnérabilité, et ce qui nous ramène à notre vulnérabilité, c'est le changement qu'on a produit dans la nature autour de nous. C'est-à-dire en dézinguant la biodiversité, effectivement, on accélère les pathogènes. Alors, ça peut être les criquets en Afrique, ça peut être les maladies vectorielles qui remontent avec le changement climatique vers le nord, hein, chikungunya, Zika, etc. Et donc, on a une des manifestations de ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire que la période dans laquelle on entre, où le milieu naturel va nous devenir de plus en plus hostile. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez étonnant que cette période de confinement, on l'ait vécue avec un mois d'avril qui a été peut-être le plus chaud jamais enregistré. Je ne sais plus si c'est le second ou le premier, mais en tout cas, un mois d'avril très, très chaud. Les services météo anglais nous annoncent, leurs modèles nous disent qu'on va rentrer dans quelques années encore plus chaudes que celle qu'on vient de vivre. On est à 1,1 degré au-dessus de la température moyenne de la fin du 19e siècle. On pourrait très bien arriver à 1,4 degré, 1,5 degré dès 2024. Et donc, c'est vraiment l'entrée en trompette dans l'Anthropocène. Et ça, il est vraiment essentiel que les gens le comprennent. Si on ne le comprend pas, si on est toujours dans un déni, si on ne veut pas s'informer sur ces sujets-là, si on ne veut pas voir aussi quelles sont les raisons pour lesquelles on en arrive dans cette situation dramatique, eh bien justement, la situation ne cessera de devenir de plus en plus dramatique. Donc, il est absolument nécessaire à la fois que l'on ait une très bonne analyse de la situation, et justement, elle est intéressante cette analyse parce qu'elle va nous montrer que c'est précisément des passions tristes, c'est le fait d'avoir mis en avant, avant toute chose, la compétitivité, c'est le fait d'avoir mis en avant l'individualisme, l'égoïsme, finalement, qui nous amène à ce niveau de destruction. Parce que si on en est là où on en est, c'est tout simplement par notre passion relativement égoïste de la richesse matérielle. C'est ça qui nous conduit là où on en est. On a fait exploser au monde les flux de matière et les flux d'énergie. Et je donne souvent ce chiffre, il est très clair, hein, les 10% les plus riches
de la population mondiale émettent 50% des gaz à effet de serre et les 50% les plus pauvres n'en émettent que 10%. Si je regarde du côté des matières, c'est pareil. Un Africain en moyenne, c'est 3 à 5 tonnes qu'il charrie indirectement par ses consommations. Un Américain moyen, c'est 25 tonnes. Un Français, c'est 15 tonnes. Donc voilà, c'est ça, c'est notre cupidité. Et le fait qu'on s'est enfermé dans une vision du monde extrêmement étroite, qui n'a voulu mettre en avant que simplement l'enrichissement matériel et l'égoïsme. Voilà. Avec ça, on ne crée pas un monde. On détruit tout. Ça a beaucoup de sens de le mentionner. D'une part, parce que le meilleur de l'après-guerre, on le lui doit, en fait. Et vous vous souvenez du propos c'était Denis Kessler à l'époque, qui devait être vice-président du MEDEF. Il disait notre objectif, c'est de détruire l'héritage du Conseil national de la résistance. Ça en dit long quand même. Donc en fait, c'était tout le néolibéralisme, hein, l'idée de Margaret Thatcher selon laquelle il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Ben, évidemment, c'était revenir d'une certaine manière sous un mode dramatique à quelque chose comme le nazisme. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le livre d'un ami, Johan Chapoutot, qui s'appelle Libre d'obéir, et qui montrait comment le fait de vouloir détruire l'État était quelque chose qui était au cœur du nazisme. Le nazisme, il fallait détruire la solidarité, il fallait détruire l'État. En fait, c'était une vision du monde très caricaturale où seule la lutte entre les nations et à l'intérieur d'une nation, la lutte entre les individus devait compter. Ça doit vous rappeler quelque chose quand même, hein. La compétitivité économique telle qu'on la comprend, c'est exactement ça. Et ce Rainer Höhn, donc juriste, jeune juriste au début du nazisme, finissant général de la SS, avait été mandaté par Hitler pour précisément théoriser la disparition de l'État. L'État était vu par les nazis comme ce qui, justement, met en avant la coopération, l'aide aux plus pauvres, le souci pour les plus faibles, etc. C'est tout ça qu'on devait bazarder. Je suis désolé, avec le néolibéralisme, on retrouve un peu quelque chose comme ça. Donc, effectivement, le Conseil national de la résistance, ça prend tout son sens. Sauf que maintenant, il faut le réinterpréter. Parce qu'on n'a plus affaire directement à des généraux SS, mais on a affaire à des patrons sommaires ou à une République en marche qui l'est tout autant. Surtout ce qu'avait fait le CNR, enfin, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, il avait en quelque sorte institué via la sécurité sociale la solidarité, le mutualisme entre les individus. Et justement, faire que c'est le collectif qui vous sauve. Et c'est quand vous êtes dans la panade, c'est le collectif qui vous vient en aide. Ben, je dirais que face à un monde qui se délite, et on l'a vu avec une pandémie, c'est très intéressant pour ça. La lutte contre la pandémie, la lutte contre la circulation du virus, elle va essentiellement reposer sur le civisme de chacun et sur le sens que chacun a de l'importance sur ses comportements pour la vie d'autrui. Et à mon avis, on n'a pas nécessairement besoin. Enfin, je veux dire, si je vois la manière dont les choses ont été vécues en France et en Suisse où j'habite, ben je pense qu'il y a que du temps de Chirac, par exemple, je pas forcément, c'est pas mon idole, hein, de loin pas, mais du temps de Chirac, on restait quand même dans la République. Il restait quelque chose de notre vieille République hein, qui datait du CNR. Et donc, imaginez qu'il y ait eu on a été attaqué par le même, attaqué, c'est pas le mot, mais enfin qu'on ait eu affaire à une pandémie de ce type-là. D'ailleurs, Bachelot s'était bien préparé. On avait une France préparée. On avait un système médical qui était préparé, qui était prêt. Et je ne pense pas que le confinement de l'époque aurait été aussi policier qu'il l'a été en France. Parce que la société française était différente. Si vous voulez, c'est Sarkozy, puisqu'on parlait tout à l'heure de votre film, hein, Sarkozy, Hollande et Macron, c'est quand même carrément une leçon des ténèbres en termes de néolibéralisme. Ils nous ont chacun conduit de plus en plus vers ça. Ils nous ont éloignés de nos gènes culturels, j'entends bien, ceux du CNR. Je suis désolé, il va falloir qu'on refasse le chemin inverse. Mais ce n'est pas simplement un chemin inverse, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas refaire ce qu'avait fait le CNR, mais en revanche, les valeurs qui étaient les leurs sont les nôtres. Et c'est ça qui est très important. Et affronter les difficultés écologiques
sans l'esprit si vous voulez, de solidarité et d'une certaine manière d'altruisme, de civisme, qui était celui du CNR, ben on ne va pas y arriver. Et c'est pour ça qu'il a toute son actualité aujourd'hui. C'est les valeurs de fond qui ont été cultivées pendant la résistance et qui faisaient. Enfin, il faut quand même se rendre compte que le gag de la France de juin 40, hein, qui vient au pouvoir? Pétain, Laval, Végan. C'est-à-dire alors Pétain, c'était celui qui avait diminué les crédits pour l'armement de la France. C'était celui qui avait imposé une stratégie débile, qui n'avait rien compris à ce qui s'était passé à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est ces gens-là qu'on avait mis au pouvoir en 40. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on ait un CNR. Bon. Et donc, bien, c'est pareil, on a les mêmes valeurs qui sont au pouvoir. D'ailleurs, récemment, notre ami Macron a parlé chevaucher le tigre. Chevaucher le tigre, c'est un bouquin facho des années 50, qui le chevauche tout seul. Nous, on ne va pas chevaucher le tigre. C'est très compliqué parce que ces mesures, on les a produites dans un document qui s'appelle Retour sur Terre. Là, ce qu'on veut, c'est à la fois recréer les instruments de la solidarité. Mais effectivement, ce qui nous fait crever, c'est nos écarts de richesse, c'est l'indifférence à ces écarts de richesse. Je vous donne ce chiffre, il est très clair, c'est les 10% les plus riches de la population mondiale qui émettent 50% des gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres n'en émettent que 10%. Donc si on veut se sauver dans le monde qui est, parce que c'est de ça dont il s'agit, on est menacé par l'évolution du système Terre autour de nous, eh bien il faut revenir à ces valeurs fondamentales. Et tout le monde le sait. Toutes les enquêtes nous montrent, c'est quoi le bien-être des gens? Alors évidemment, si vous crevez de faim, il n'y a pas de bien-être. Mais si vous avez le nécessaire matériellement, ce qui va vous rendre heureux, c'est la qualité des relations avec vos proches, vos amis. Puis on élargit les cercles. Le cercle du travail, le cercle plus général de la localité dans laquelle on vit, etc., jusqu'à la nation et jusqu'à l'humanité. Bon, on est dans une perspective qui est très classique. C'est cet esprit-là qu'on doit retrouver. Et si on veut s'enfermer dans la compétitivité et dans l'égoïsme, la nature ne va pas nous rater. C'est l'adage de la société du lien contre la société des biens matériels. Ah ben complètement. Complètement. Alors, encore une fois, ça va pas, la sobriété matérielle, ce n'est pas l'ascèse, que la chose soit claire. La sobriété matérielle, tiens, le mot lapsus, c'est intéressant, je trouve. La sobriété matérielle, c'est pas le pain sec et l'eau, c'est vraiment les biens conviviaux. Un bon repas, c'est un bien convivial.